Donc, je me présente, je m'appelle Aurélie Oanissian et je suis chargée de projet Idéfriche au sein du pôle de compétitivité Accélera. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir virtuellement pour ce dernier webinaire Idéfriche de l'année 2020. Ce webinaire a été préparé conjointement par le pôle de compétitivité Accélera et le CERF, le Centre d'échange et de ressources foncières, dans le cadre en fait du programme Idéfriche. Comme vous le savez sûrement, depuis 2015, Accélera, Indura et le CERF sont partenaires du projet Idéfriche, un projet qui a été impulsé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui conjugue un programme d'animation de la filière de requalification des friches et également un programme d'investissement sur les sites à requalifier. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été la première à identifier les friches comme une priorité et se mobilise fortement depuis 5 ans. Des financements européens FEDER ont été mobilisés sur le terrain et ces investissements directs sur les sites ont été de vrais accélérateurs pour des sites en friche pour certains depuis de nombreuses années. Nous constatons que le sujet des friches suscite aujourd'hui un vif intérêt à l'échelle nationale et il est présent également très clairement au niveau européen, comme en témoigne l'apparition de lignes de financement dédiées à cette thématique dans le programme cadre de financement européen. Nous avons appris avec plaisir récemment que cette thématique figurait dans le plan de relance national. Et pour rappel, en 2019, la ministre de l'Environnement, Emmanuelle Wargon, avait lancé un groupe de travail sur ce sujet. Ces groupes de travail étaient destinés dans un premier temps à établir un inventaire des espaces en friche et les territoires qu'ils recouvrent. Avec la circulaire Zéro artificialisation nette des sols qui est parue dans la foulée de ces groupes de travail, le sujet des friches confirmait son rôle dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Idem également pour la Convention citoyenne pour le climat qui va, elle, pour sa part, alimenter un futur projet de loi en 2021. Aujourd'hui, la relance économique du pays est en train de donner un nouvel élan à ce sujet. En effet, les friches commencent à être reconnues comme un véritable vivier de foncier considérable pour pouvoir permettre de construire des équipements ou encore des logements sans empiéter sur les espaces naturels. Compte tenu de tous ces éléments et dans le contexte actuel, les initiatives sont foisonnantes, notamment en matière de financement du déficit opérationnel des projets de requalification. Et pour les capter, eh bien, il est clair qu'il faut les connaître, ces possibilités de financement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous organisons ce webinaire pour vous permettre de mieux vous y retrouver. Donc cet après-midi, nous allons nous concentrer donc sur le volet accompagnement financier en donnant la parole aux représentants de la DREAL et de l'ADEME qui vont vous présenter des outils de financement et vont être là, présents pour répondre à toutes vos questions. Nous aurons également la présentation de l'appel à projet recherche GESIPOL de l'ADEME qui soutient financièrement la partie recherche et développement dans le domaine des sites et sols pollués et permet le montage de projets innovants. Nous sommes parfaitement conscients que d'autres dispositifs existent ou sont en cours de calage et nous vous en informerons à l'avenir. Pour finir, nous sommes ravis que ce webinaire ait eu autant de succès car nous sommes plus de 150 participants cet après-midi. Donc, nous espérons répondre à toutes vos questions et à toutes les questions que vous vous posez à ce sujet. Donc, bien à présent, je vais vous souhaiter une bonne session et laisser la parole en premier lieu à Madame Evelyn et Madame Daval de la DREAL Aura. Suite à leur présentation, nous ferons un temps de questions-réponses et vous pourrez poser toutes vos questions sur la partie nommée QR en bas de vos écrans. Nous aurons ensuite une présentation de Monsieur Philippon de l'ADEME régional sur la partie AAP friche. Et ensuite, nous finirons avec Madame Hélène Roussel de l'ADEME sur la partie appel à projet recherche GESIPOL. Donc, je vous souhaite une très bonne session et je vais donc inviter Madame Daval et Madame Evelyn à ouvrir leur micro et à faire défiler leur présentation. Donc, je vais mettre fin à mon diaporama.
C'est bon pour vous, mesdames? Oui. Oui. Carole, je te laisse la parole. Ah oui, alors moi, je n'entendais plus rien. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Mais par contre, je vois que votre micro est encore coupé. Alors, je vais le réactiver moi. Demander la réactivation du micro. Madame Evelyn. Oui, c'est bon. Normalement, Madame Evelyn, c'est tout bon pour vous? Oui, voilà, j'ai été déconnectée, mais c'est bon. Mais d'abord, bonjour à tous. Je vais faire une brève introduction. Je ne vous cache pas qu'on est très content à l'Adréal de pouvoir participer à ce webinaire organisé par le réseau Idéfriche. C'est vrai que en dehors, je dirais, d'une posture assez régalienne, la question des friches, même si elle était bien prise en compte comme un véritable levier pour le renouvellement urbain. L'Adréal n'avait pas forcément pu jusqu'à présent s'investir fortement et en particulier participer activement à ce réseau. Et donc là, on a une opportunité à travers le fonds Friche qui a été mis en place par le plan de relance et je ne vous cache pas qu'on en est ravis. Voilà. Donc, je vais juste introduire très rapidement la présentation qui vous intéresse du détail de l'appel à projet régional recyclage foncier des friches et c'est Camille Daval qui vous le présentera. Juste en quelques mots, donc effectivement, comme ça vous a été dit en introduction, la question du foncier et des friches a été complètement mis sous les projecteurs l'année dernière à travers des groupes de travail au niveau national. Et puis, elle a également été tout à fait prise en compte par la Convention citoyenne pour le climat, puisque cette Convention citoyenne a fait plusieurs propositions qui concernent la question de l'artificialisation des sols et le sujet des friches. Et c'est vrai que cette conjonction a permis au gouvernement de faire part d'actions assez fortes sur la question des friches dès le dernier Conseil de défense écologique qui s'est tenu l'été dernier. Et puis, donc, ça a permis que dans les négociations sur le plan de relance, ces sujets arrivent en bonne place. Donc, en fait, c'est 300 millions d'euros au niveau national qui sont mobilisés dans le cadre du plan de relance sur ce fonds Friche. Et donc là, on va vous parler, donc Camille va vous présenter un petit peu plus justement ce cadrage national, puisque le fonds fait l'objet d'un cadrage national. Et ensuite, il est totalement mis en œuvre en région. Et donc là, on va surtout vous parler de l'appel à projet 2021 qui va être lancé cet après-midi, ou en tout cas vraiment là, dans les jours qui viennent, dans les heures ou dans les jours qui viennent, pour un rendu des dossiers fin février, sachant qu'il y aura une deuxième édition, puisqu'on s'inscrit bien dans le calendrier du plan de relance, donc 2021-2022. Voilà. Juste une petite précision avant de passer la parole à Camille. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Donc, ça va être très précieux pour nous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Par contre, je vous informe d'ores et déjà qu'il est possible que sur certaines questions, nous n'ayons pas encore les réponses, auquel cas, on prendra note de vos questions et on fera en sorte d'apporter une réponse à l'issue de la réunion. Voilà. Camille, je te laisse prendre la suite. Merci, Carole. Alors, bonjour à tous. Merci donc pour cette introduction. Je vais, comme l'a dit Carole, vous présenter dans les grandes lignes, effectivement, le dispositif national du fonds Friche et puis plus en détail, l'appel à projet régional pour Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour le recyclage des friches.
Donc, le dispositif national du Fonds Friche, Carole l'a évoqué. Donc, il s'agit, dans le cadre du plan de relance, donc, à la fois d'avoir des moyens mobilisés pour soutenir l'activité à court terme, mais également d'accélérer la conversion écologique de notre économie et du tissu productif. Le dispositif d'aide du Fonds Friche est doté de 300 millions d'euros sur 2 années. L'objectif, c'est d'investir prioritairement dans les territoires où le marché fait défaut. Le fonds permettra de financer le recyclage des friches ou la transformation de fonciers déjà artificialisés, notamment dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain, de revitalisation de centres-villes et des centres-bourgs ou des périphéries urbaines, mais également d'intervenir pour en faire des sites prêts à l'emploi pour permettre la relocalisation d'activités. Donc, ces 300 millions d'euros sont divisés en 3 volets. Le premier, dont je vais vous parler en détail, c'est ce qui concerne l'appel à projet recyclage foncier des friches et qui concerne 259 millions d'euros au niveau national. Cette enveloppe est entièrement territorialisée et donc l'objectif, c'est bien de financer ce recyclage foncier pour des projets d'aménagement, de relocalisation dans les cœurs de ville ou périphéries urbaines, en priorité en secteur détendu et surtout dont les bilans économiques sont déficitaires. La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'une enveloppe de 21,4 millions d'euros pour 2 ans. Mes collègues de l'ADEME vont vous présenter l'appel à projet ADEME. Donc, je ne vais pas développer, donc qui est doté de 40 millions d'euros et qui concerne plutôt la reconversion des friches industrielles polluées. Et puis, le dernier volet qui est doté d'1 million d'euros qui concerne le développement d'outils par le CEREMA, notamment l'outil Cartofriche, qui est un outil d'aide à l'inventaire des friches au service des collectivités. Il en existe déjà une version bêta sur le site internet artificialisationtousvivants.gouv.fr. Le deuxième outil, c'est Urban Vitalise, donc, qui est un outil d'appui à la reconversion des friches, et puis le développement également de Urban Simul, qui est un outil d'observation du foncier. Donc, l'appel à projet régional recyclage foncier des friches en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'avant que tu développes ça, je veux juste avoir une précision? Je m'excuse, je m'occupe des questions-réponses et il y a plusieurs questions pour savoir si les supports seront bien diffusés. Donc, je voulais m'assurer qu'ils étaient bien diffusés. Oui, je peux diffuser les supports. Et du coup, on vous confirme que les supports seront bien diffusés et le reste des questions à la fin. Merci. Donc, l'appel à projet Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est une déclinaison régionale donc, du cadrage national qui est paru le 30 novembre sur le site du ministère de la Transition écologique. Ce cadrage national fixe un socle commun pour tous les appels à projets régionaux qui vont être déclinés. Et donc, il s'agit bien de la première édition donc, sur 2020-2021, pour un montant donc de 10,7 millions d'euros pour cette première édition, donc qui seront à attribuer au projet de la région. C'est une enveloppe qui est pilotée par le préfet de région. Et donc, je vais juste rappeler ici, donc effectivement, les candidatures sont à déposer au plus tard le 26 février sur le site, sur la plateforme Démarche simplifiée. Donc, c'est un dépôt unique pour toutes les candidatures de toutes les régions. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc, la nature des projets éligibles. Donc, il s'agit de projets de recyclage des friches dans le cadre d'opérations d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme. A été retenue comme définition de la friche la définition qui a été proposée par le LIFTI, c'est-à-dire tout terrain nu déjà artificialisé ou qui a perdu son usage ou son affectation, et puis tout îlot d'habitat, d'activité mixte, bâti et caractérisé par une vacance importante ou à requalifier. Les opérations finançables par l'appel à projet sont en partie, sous condition, les études, les acquisitions foncières, des travaux de démolition, de dépollution, de désamiantage ou d'aménagement. Comme je l'ai évoqué en introduction, il s'agit de financer des études dont le bilan économique est déficitaire, c'est-à-dire après prise en compte de toutes les autres subventions publiques, et ce, malgré la recherche et l'optimisation de tous les autres leviers d'équilibre. C'est une
subvention qui est cumulable avec les autres subventions publiques. Elle n'a pas vocation à venir en remplacement d'autres subventions. Donc, 2 points d'attention toutefois, ne sont pas éligibles les opérations de simple mise en conformité à une obligation réglementaire et les opérations de simple démolition, dépollution, portage ou renaturation lorsqu'elles ne s'intègrent pas dans un projet d'aménagement global ou avec production de réhabilitation de surfaces de logement, de surfaces économiques ou d'équipements publics. Et puis, 2e point très important, l'objectif est de financer des projets qui sont déjà matures, c'est-à-dire pour un engagement des crédits, donc pour cette édition avant fin 2021 et pour un paiement d'ici fin 2024. Donc, nous devrons déjà connaître pour ces projets qui sollicitent une subvention la maîtrise d'ouvrage, les conditions de maîtrise du foncier, la programmation urbaine de l'aménagement ou du projet de revitalisation économique et surtout le bilan économique de l'opération. Les porteurs éligibles. Donc, il y a de nombreux, finalement, l'appel à projet est globalement assez ouvert. Donc, sont concernés par l'appel à projet les collectivités, établissements publics ou leurs opérateurs désignés, les établissements publics de l'État ou leurs opérateurs désignés, les aménageurs publics tels que les SEM, les SPL, les offices fonciers solidaires, les bailleurs sociaux et également les entreprises privées, donc sous conditions, c'est-à-dire les respects des règles européennes applicables aux aides de l'État, donc en ce qui concerne les règles d'investissement, de subvention pour l'investissement. Donc, une fois que les projets sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils remplissent les conditions de nature, de porteurs éligibles et que les dossiers ont bien été pris en compte en temps et en heure sur la plateforme Démarches simplifiées, les dossiers sont donc priorisés en fonction donc de 3 critères nationaux, à savoir la prise en compte du secteur détendu de l'opération. Est-ce que cette opération se situe en secteur détendu au sens des politiques de la ville ou bien en déprise économique ou commerciale ou encore en quartier prioritaire de la ville? Les dispositifs qui sont également concernés ou inclus dans un dispositif ou programme tels que Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie ou une opération de revitalisation du territoire ou bien encore un projet partenarial d'aménagement. Et puis les projets qui s'engagent dans une démarche d'aménagement durable. Donc on a cité plusieurs labels, notamment le label Écoquartier, la certification HQE Aménagement, la démarche AEU2, la norme ISO 37101, NF Habitat, etc. Et puis 3 critères régionaux qui concernent effectivement plutôt la stratégie régionale de l'État. Ah, je vois qu'il manque un mot, ORSOL, pardon. Donc qui vise, pardon, je recherche mes mots, qui vise, pardon, à promouvoir la réorientation du développement en assurant à la fois l'équilibre entre les activités, la préservation de l'environnement et la conciliation surtout des différents usages de l'eau, de l'air et du sol. Donc, seront particulièrement examinés dans les dossiers la question de la sobriété foncière, de la sobriété dans l'usage de la ressource en eau et la lutte contre la pollution atmosphérique. Un autre point qui sera effectivement examiné, c'est bien l'ancienneté de la friche. Donc, il faut quand même que les projets soient situés sur des friches avérées, dont l'ancienneté est avérée. Et puis, les projets les projets à dominante économique qui engendrent des retombées économiques locales pour répondre aussi aux exigences du plan de relance. Donc, le montant de financement donc, de la subvention sera déterminé par le préfet de région pour chaque opération en tenant compte de plusieurs critères, notamment la capacité de contribution financière des collectivités locales, de la fragilité socio-économique du territoire. L'idée est bien
d'accorder un coup de pouce pour les territoires qui sont les plus en difficulté, mais également des contraintes opérationnelles du projet. Et puis, on l'a dit avec le critère un petit peu démarche environnementale, donc au regard de l'exemplarité du projet. Donc, je vous rappelle le calendrier. L'appel à projet devrait être publié, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours à venir. La date limite de candidature est le 26 février 2021. Les dossiers seront sélectionnés au plus tard le 15 avril 2021 et la contractualisation donc, avec l'État, le préfet de région, devra avoir lieu avant le 1er octobre 2021 pour un engagement des crédits d'ici fin 2021 et un paiement au plus tard jusque 2024. Je vous ai mis un contact que nous avons créé, donc vous pouvez nous contacter via cette adresse mail sur l'Adréal. Vous pouvez également, en première instance, contacter vos interlocuteurs habituels en direction départementale des territoires. Je vous invite vivement à nous contacter au préalable pour s'assurer de l'éligibilité de votre projet à l'appel à projet, de vérifier la mobilisation de l'ensemble des partenaires, de vous appuyer également dans le dépôt de la candidature et puis pour vérifier effectivement, rappeler les critères et les modalités pratiques. Voilà, j'en ai terminé. Alors, merci beaucoup Camille. Donc, on va passer à la série de questions-réponses avec Claire ou alors… Ben oui, alors on peut prendre les 3 questions là, dont on n'a pas répondu encore, il me semble. On a une question qui concerne le montant, qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera alloué à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les montants totaux. Alors, effectivement, oui, je vais le remettre plutôt. Donc, il y a donc le montant dédié pour le fonds friche à la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est piloté par le préfet de région, c'est 21,4 millions d'euros sur 2 ans. C'est-à-dire que pour chaque édition de l'appel à projet, nous disposons d'un montant de 10,7 millions d'euros. Peut-être préciser là-dessus, Camille, que vous avez dû voir sur la diapositive qu'il y avait une petite réserve conservée au niveau national de 80 millions d'euros sur les 259 millions d'euros. Cette réserve, elle permet, dans le cas où dans les différentes régions, on sélectionnerait un peu plus de projets que ce que permet de couvrir notre enveloppe. Elle permet des abondements, donc c'est-à-dire la délégation d'enveloppes complémentaires. Mais ça se fera avec un droit de regard du national. D'ailleurs, je pense que tu l'as précisé, Camille, le dépôt des dossiers se fait sur une plateforme nationale, démarche simplifiée. Donc, nous, on aura bien sûr accès au dossier, mais l'usage de cette plateforme permet d'avoir aussi pour le niveau national un suivi un petit peu des dépôts de candidature et des montants aussi qui seront accordés par les préfets de région. Voilà. Donc, pour être complètement complet, c'est 21,4 millions d'euros. A priori, c'est un minimum. Voilà, on compte sur vous pour que ça serve de beaux projets. Merci. Une autre question, est-ce que les projets d'occupation transitoire peuvent être concernés par les subventions? Alors Camille, votre micro n'est pas ouvert, Camille. Merci, pardon. Je pense que, enfin, alors, je ne ferai pas une réponse définitive. Dans l'idée, ce n'est pas la cible effectivement de l'appel à projet. L'idée, c'est de financer des opérations d'aménagement dont le déficit global, déficit économique est déficitaire. L'objectif, c'est que les travaux
soit financé, soit terminé d'ici 2024. Donc, a priori, ces projets ne sont pas éligibles en tant que tels, juste pour financer de l'usage temporaire. Y compris c'est vrai que le fonds, il est là pour répondre à un constat très simple. Quand on veut faire du projet d'aménagement en réinvestissement une friche, ça coûte plus cher et il y a des endroits où le marché ne permet pas d'absorber ce surcoût. Donc, on est vraiment sur des opérations, enfin, la cible du cadrage national et donc aussi de notre appel à projet régional, hein, c'est vraiment de réussir à faire sortir des projets vertueux parce qu'ils réutilisent un foncier déjà urbanisé, déjà artificialisé, mais qui sont situés dans des secteurs où le seul fait du marché n'arrive pas à absorber le surcoût lié à l'utilisation d'une friche. Voilà. Et donc, effectivement, l'idée, c'est quand même de faire du projet d'aménagement et pérenne. Et en termes pour continuer sur ce type de questions, est-ce qu'un projet qui aurait pour objectif un retour à la nature, c'est bien un enrichissement de la biodiversité, enfin une renaturation par exemple, sans logement ni espace économique serait éligible? Non. Ces projets sont… Si le projet ne concerne que de la renaturation, ils ne sont clairement pas éligibles. Par contre, sur une friche globale où on a un projet d'aménagement avec en partie de la renaturation, mais également de la production de surface de logement économique ou de relocalisation, oui. Mais uniquement de la renaturation, non, ce n'est pas l'objectif de l'appel à projet. Comme l'a dit Carole, on est là pour sortir de terre des projets d'aménagement vertueux. Alors, même si la renaturation, c'est un projet d'aménagement vertueux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas l'orientation du plan de relance. Pardon. D'accord. Une question importante sur les délais et notamment sur le fait que est-ce qu'il y a une contrainte sur le fait que les projets aient commencé, pas commencé avant le 25 février, le 15 avril 2021, enfin, comment ça fonctionne là-dessus? Effectivement, les projets ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier de candidature. Donc, il faut qu'ils soient quand même prêts à démarrer incessamment sous peu, mais pas encore démarrer pour pouvoir déposer un dossier. Il y a quand même toutefois une petite nuance pour les projets qui ont déjà débuté, mais qui font face à un déficit imputable à un aléa non prévu, non provisionné, notamment une découverte de pollution en cours d'exécution, etc. Donc ça, effectivement, c'est détaillé dans l'appel à projet que vous trouverez dès qu'il sera publié sur le site internet de l'Adréal, vous le verrez. Il y a une exception, effectivement, pour ces cas-là. Et le fonds, est-ce qu'il finance uniquement les travaux ou également l'ingénierie, les études? Alors, il finance plusieurs choses. Les études, il peut concerner les études préopérationnelles, avec une condition toutefois, je vous la relis parce que je ne la connais pas par cœur. Voilà, donc le fonds pourra, donc c'est plutôt à titre subsidiaire, c'est pareil, c'est encore une exception, c'est pas censé être le cœur de l'appel à projet, donc pourra financer des études préopérationnelles dont les livrables devront être réceptionnés par le maître d'ouvrage avant fin 2021. Et donc, comme pour le projet, les marchés ne devront pas avoir été notifiés avant le dépôt de la candidature. Et l'attribution d'une subvention pour des études préopérationnelles ne présage pas d'une sélection ensuite pour la seconde édition de l'appel à projet. Une question sur les maîtres d'ouvrage. Est-ce que les EPF sont directement éligibles au fonds? Elles peuvent déposer un dossier. Et est-ce que le foncier doit être maîtrisé par le maître d'ouvrage pour présenter un dossier? Alors, les EPF sont bien évidemment des porteurs éligibles. Par contre, sur la question de la maîtrise foncière, je
Alors, il faut que le porteur du dossier soit quand même une personne habilitée à engager le porteur de projet. Donc, si ce n'est pas encore acquis, il faut quand même qu'il ait une habilitation du propriétaire actuel. Il y a une pièce dans le dossier constitutif qui s'appelle lettre d'engagement par la personne habilitée à déposer le dossier, donc à engager le porteur. Et si des partenaires sont associés au projet, il faut que le porteur de projet, donc celui qui dépose le projet, apporte la preuve qu'il représente valablement les autres partenaires. D'accord. On a plusieurs questions ensuite, j'enchaîne, sur le déficit opérationnel, sur la précision de comment est calculé ce déficit opérationnel, qu'est-ce qui est vraiment entendu par déficit opérationnel? Par exemple, dans une collectivité qui viendrait faire une école, par exemple. Oui. D'accord. Alors, je vérifierai ce point, mais je ne suis pas sûre que les opérations qui visent uniquement à produire des équipements publics soient concernées par l'appel à projet. Et donc, dans les pièces constitutives du dossier que le porteur de projet devra répondre, je vais juste vous le montrer. Donc, il y a une annexe sous forme Excel qui concerne, je vais le partager, donc le bilan d'aménagement partagé, voilà, qu'il faudra répondre. Et donc, on détaille par pôle, donc, concernant les acquisitions, les études, les travaux, la quantité, le ratio, et puis à la fin, on a quand même donc, les sessions, donc le projet d'aménagement. Et c'est sur la base de ce bilan, donc sur la base de ce bilan global qu'on va statuer sur le montant de la subvention qui sera accordée. Donc, il y a quand même tout un nombre assez important de catégories à préciser, notamment aussi les subventions reçues. Donc, voilà, c'est un bilan très détaillé quand même de l'opération, le bilan d'aménagement. D'accord. Je vais revenir un peu sur les délais. Est-ce qu'on peut remettre à l'écran la frise avec les délais? Bien sûr. Demander. Et... Hop. Affichage. Voilà. Donc, ces dates-là, par rapport aux études et aux travaux, par exemple, quand on dit les projets ne doivent pas avoir démarré, c'est les travaux ou c'est également les études? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir une étude les travaux. finalisée Les travaux, mais ça veut dire que les marchés ne doivent pas avoir été non plus. D'accord, c'est pas travaux démarrés sur site, c'est marché signé. C'est marché. C'est marché. Ok, je regarde si je prends encore une question. Il y a beaucoup de questions, hein. J'en suis à 31, 32 là. Il y en a qui se rejoignent. On peut enregistrer les questions si on ne peut pas toutes. Exactement, c'est ce que je voulais dire. On ne va pas toutes les prendre. Là, on va. Je regarde s'il y a des demandes de précision, mais je crois qu'on a. Ce qu'on va faire, Camille, on va enregistrer les questions et après on ouvrira un lien Klaxoon où c'est une petite application et vous pourrez répondre. On fera ça ensemble et vous répondrez aux questions. On peut peut-être en faire encore quelques-unes, Claire, et les supplémentaires, bien sûr, on apportera des réponses aux participants a posteriori. Oui. Je vous propose une dernière question pour laisser ensuite le temps à l'ADEME de répondre. J'ai plusieurs questions sur les sites et sols pollués. En fait, comment est-ce qu'ils sont traités dans l'appel à projet? Est-ce que les essais pilotes peuvent être financés? Qu'est-ce qui est visé précisément? Voilà, est-ce qu'il y a plusieurs bureaux d'études qui nous posent des questions pour bien appréhender la prise en compte des sites et sols pollués dans l'appel à projet? Alors là, par contre, je ne saurais pas vous répondre tout de suite. Il va falloir que je recherche. Par contre, il y a bien une articulation entre l'appel à projet de l'ADEME et l'appel à projet recyclage foncier des friches. Sous certains cas, peut-être que mon collègue l'évoquera. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Je ne l'ai pas présenté là, mais effectivement, sous certaines conditions, il peut y avoir un cumul, une éligibilité des projets aux deux appels à projets. Si ce n'est pas la question évoquée,
Pour les projets donc, qui concernent des pollutions mais qui ne seraient pas éligibles à l'appel à projet ADEME, il faut que je regarde plus en détail pour apporter une réponse. Mais ils sont bien éligibles, en tout cas en termes de nature des opérations éligibles. Ok, ben, merci beaucoup Camille pour ces réponses. Donc on a bien enregistré les questions que vous avez posées, on les rebalayera après le webinaire. Et on vous transmettra bien la présentation également pour les personnes qui étaient intéressées ou qui sont arrivées un petit peu après le démarrage. On peut passer la parole à Florian pour passer sur l'autre versant, l'ADEME. Est-ce que Florian... Oui, bonjour à tous. Je partage juste la présentation. Bon. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais aller un petit peu vite. Donc oui, pour parler du plan de relance côté appel à projet de l'ADEME, donc qui se fait bien en articulation avec l'appel à projet qui est présenté précédemment sur le recyclage du foncier. Donc en fait, sont concernés en fait, par cet appel à projet les friches industrielles ou minières polluées, nécessitant des travaux de dépollution ou de restauration de la qualité des milieux impactés pour assurer la compatibilité avec l'usage futur ou pour permettre un usage sans conséquence en impact sur les milieux selon la méthodologie nationale SSP. Alors, en fait, les friches industrielles ou minières polluées, en fait, c'est les anciens sites ICPE ou miniers, ayant satisfait en fait, ces obligations réglementaires de remise en état ou d'arrêt des travaux et dont le responsable sont considérés comme défaillants au regard de l'article L556-3 du Code de l'environnement. Tout ça pour dire qu'en fait, on doit respecter en fait, le principe pollueur-payeur. Le responsable de la pollution ne doit pas être identifié ou ne pas être astreint réglementaire à supporter les coûts de dépollution conformément au principe du pollueur-payeur, comme je l'ai indiqué précédemment. Alors, il y a quelques exclusions, les sites pollués par les substances radioactives, les agents pathogènes ou infectieux, ainsi que par l'amiante. Je reviendrai un petit peu sur la question de l'amiante par la suite. Les gestions des engins pyrotechniques est exclue également du champ de l'application, de même que les friches agricoles et anciennes décharges, brûs d'ordures ménagères ou sauvages. Les territoires, en fait, avec priorité, enfin, donc dans le périmètre, en fait, rentre dedans tous les territoires. Où le marché fait défaut, comme c'était indiqué précédemment, enfin, comme pour le recyclage du foncier, il y a une marge globale, et pour les collectivités engagées dans les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, territoire d'industrie. Pour rentrer, en fait, comme typologie de projet, ceux qui ont un usage, on va dire, entre guillemets, classique de renouvellement urbain, de relocalisation d'activités, et également des usages alternatifs comme les projets de renaturation, photovoltaïque, de biomasse, etc. Tous les types de porteurs de projets sont éligibles, avec une notion de priorité, avec, dans un premier temps, les petites et moyennes collectivités, ainsi que les porteurs de projets pour des usages alternatifs, les autres collectivités, aménageurs publics, entreprises publiques locales, les SEM, les établissements publics fonciers, l'État ou locaux, les EPA, bailleurs sociaux. Et en 3, les aménageurs privés, et en 4, les promoteurs immobiliers et autres secteurs. Sont exclus du périmètre la mise en sécurité des sites à responsable défaillant, qu'on appelle aussi de manière, dans le langage courant, orphelin, cette mise en sécurité, parce que cette mise en sécurité est assurée par l'ADEME dans le cadre de la circulaire de mai 2011 sur ses fonds propres, en maîtrise d'ouvrage. Les sites pollués par les substances radioactives, comme c'était déjà indiqué, agents pathogènes infectieux, je ne vais pas revenir là-dessus, pyrotechnique également, les friches agricoles, les friches non polluées également, le désamiantage et la dépollution des bâtiments, sans dépollution des sols et ou des eaux. La gestion des déblais contaminés par des morceaux de fibrociment, problématique de gestion de déchets, en fait, là-dessus, dans le retrait des matériaux solides dangereux dans la remblai et non-traitement de pollution chimique imprégnant les matrices sol et eau. Par contre, c'est ce qu'on verra par la suite, le désamiantage et la dépollution des bâtiments peuvent être pris en compte à condition qu'il y ait effectivement une dépollution des sols et ou des eaux qui est présente et que les plans de gestion aient été réalisés.
Il n'y aura pas d'aide d'apporter à des sites qui sont propriété de l'État, en fait, par exemple, qui peuvent appartenir au ministère de l'Armée. Pas d'aide apportée non plus en l'absence de déficit opérationnel, bilan recettes-dépenses, et aucune provision, même justifiée pour aléas de travaux de dépollution, ne sera prise en compte dans l'assiette des dépenses éligibles. C'est-à-dire qu'on sera vraiment sur le prévisionnel des travaux. Enfin, sur ce qu'indiquera le plan de gestion. Le compartiment études, en fait, il y a deux compartiments en fait, à ce système d'aide-là, un compartiment, on va dire, études et un compartiment travaux. Dans le compartiment études, en fait, rentre tout ce qui est diagnostic, plan de gestion, plan de conception de travaux. L'idée en fait de ce compartiment-là, c'est quand même de favoriser l'émergence de projets parce que effectivement, il y aura un projet, enfin, je présenterai un peu le planning par la suite, là, il y a une date de remise des dossiers au 25 février 2021. Et donc, ça, c'est le premier volet. En fait, il y a 40 millions d'euros, donc 20 millions d'euros pour cette année et 20 millions d'euros pour l'année prochaine. Et donc, l'idée, c'est d'amener en fait, les projets dans le cadre de cette aide sur le compartiment études qui pourront être déposés l'an prochain dans le cadre du plan de gestion. Donc là, en fait, c'est plutôt un mail à envoyer à un site dédié. Vous pourrez aller voir sur la plateforme Agir, en fait, vous aurez les ensembles de renseignements. On ne prendra pas non plus en compte le premier diagnostic, on sera vraiment sur des diagnostics complémentaires à ce niveau-là. Sur la notion, il faudra valider qu'il y ait une pollution. Pour ce qui est du compartiment travaux, on soutient donc les travaux de dépollution, plus les autres travaux préparatoires, déconstruction, désamiantage, défrichement, etc., ainsi que la restauration ou l'aménagement des milieux, notamment ceux basés sur la solution fondée de la nature dans le cadre de projets de reconversion ayant un enjeu d'adaptation au changement climatique et de biodiversité. Mais vraiment, le cœur de l'appel à projet, c'est vraiment le compartiment travaux, donc sol et eau souterraine, et compléter le cas échéant. Tous les travaux de dépollution en place, sur site ou hors site, sont éligibles. C'est ce qui change par rapport aux aides que pouvait apporter l'ADEME par le passé, c'est cette ouverture en fait, et cette prise en compte du hors site. Par contre, on le verra sur les critères d'éligibilité et en fait, les critères de priorisation. Bien évidemment, plus il y a de traitements sur site ou in situ, et plus le projet a de chances d'être priorisé. Il faut aussi signaler qu'en fait, il y a toujours un système d'aide en fait, sur la partie études qui est au fil de l'eau et pour les cas qui ne sont pas couverts par les appels à projets, notamment tout ce qui va être inventaire historique urbain, les plans de gestion et PCT qui auront lieu en fait, et qui seront lancés en 2022, etc. Parce que vraiment, dans le cadre de l'appel à projet, c'est vraiment ceux qui sont lancés cette année. Pour les principales exigences, en fait, c'est la responsabilité de la pollution, donc ne doit pas être identifiée. Ce que je disais, principe pollueur-payeur, on n'en dérogera pas. Voilà, donc, on va rester là-dessus. Pour tout ce qui est obligation réglementaire également. Les études préalables aux travaux doivent être conduites conformément à la méthodologie SSP, que ce soit les études ou les travaux. Et pour les projets, il faudra fortement fournir dans le dossier de candidature un plan de gestion récent. C'est indispensable qu'il soit finalisé au moment du dépôt du dossier. Le PCT n'est pas obligatoire à ce stade-là, au moment du fourniture du dossier, mais il ne faut pas non plus que le plan de gestion comporte trop d'interrogations sur les travaux qui vont être réalisés. Il y a aussi une question d'engagement en fait, derrière dans les travaux qui vont être réalisés. C'est-à-dire que si vous allez déposer un dossier avec du traitement in situ, etc., vous ne pourrez pas changer derrière facilement. En tout cas, l'aide n'est pas garantie, mais vous changez la méthodologie des travaux là-dessus. Pour le compartiment travaux, les projets doivent être matures, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer des caractéristiques techniques, économiques, financières et d'un planning défini, ce qui correspond globalement au stade d'avant-projet détaillé. Les marchés ne doivent pas avoir été notifiés avant le dépôt du dossier. C'est important, on ne prendra pas en compte en fait, tous ces marchés-là. Et ils doivent avoir un objectif de démarrage au second semestre 2021 et au plus tard au premier semestre 2022.
Pour ce qui est, donc on reprend un peu le logigramme, comme pour un peu sur la complémentarité, un petit peu les deux dossiers pour vous aider à vous y retrouver. Si jamais on a un site ICPE ou minier pollué, si jamais ce n'en est pas un, ce sera forcément le seul modalité en fait, d'être éligible, ce sera plutôt l'AAP recyclage foncier. Si les ICPE ou miniers pollués, on va regarder ce qui respecte les critères de recevabilité et d'éligibilité dont j'ai déjà brossé un premier trait et qu'on va rebrosser derrière. S'il ne les respecte pas, il sera rejeté, bien évidemment. S'il les respecte, on verra après les critères d'évaluation du plan de relance qui seront présentés par la suite, les principaux. Et donc, il y aura un classement qui se fait. En fait, ne seront aidés que les meilleurs projets au niveau national. Il n'y a pas d'enveloppe régionalisée à ce niveau-là. Pour être réel là-dessus. Et donc, ils peuvent apporter aussi une majoration en fait, de l'aide. Alors, sur la recevabilité et l'éligibilité, indispensable d'utiliser la plateforme de l'ADEME de dépôt des dossiers qui s'appelle Agir pour la transition énergétique. Vous tapez Agir et ADEME, vous tombez dessus assez rapidement dans le moteur de recherche, ça apparaît généralement en deuxième position. Le respect des formats de soumission du dossier. Vous avez un dossier qui porte 4 volets. Pour les compartiments études, il y a juste l'annexe 1 et l'annexe 4 qui sont à remplir. Et pour les travaux, c'est l'ensemble des 4 annexes. On va regarder également la complétude du dossier, si le périmètre thématique de l'appel à projet est respecté, les travaux non débarrés et les marchés non notifiés, comme ça a pu être évoqué, et les travaux prévus pour le second semestre 2021 plus tard. Le critère d'évaluation, c'est il faut que le projet de reconversion est défini. On va regarder la conformité des documents d'urbanisme, la responsabilité de la pollution, donc est-ce qu'on respecte bien le principe pollueur-payeur, la maîtrise du foncier, la qualité du plan de gestion, des mesures de dépollution, de gestion des pollutions résiduelles, le consortium d'acteurs en fait, de projets et modalités de coordination et de pilotage, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va avoir une équipe qui va être pluridisciplinaire, par exemple, c'est ce qu'on va regarder, et qui intègre des gens qui sont qualifiés pour réaliser en fait, des études préalables, l'intégration des thématiques biodiversité, adaptation au changement climatique dans le cadre du projet, la disposition de maintien de la mémoire du site et des pollutions résiduelles et contraintes associées vis-à-vis des futurs habitants, usagers, riverains, etc. Alors, en fait, dans les critères d'évaluation, il n'y a pas besoin de remplir en fait, l'ensemble des critères, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une question de notation en fait, des dossiers qui sera fait, et plus vous êtes bon sur les différents critères, et plus vous avez de chances que votre projet y soit aidé. Et bien évidemment, on regardera également le caractère incitatif de l'aide visant à combler un déficit opérationnel. Dans les critères d'exemplarité, il y a la qualité et mesures de gestion de pollution, donc notamment est-ce que l'UQRS, on a bien une prise en compte des transferts sol-plante, par exemple, est-ce qu'il y a eu des mesures de gaz du sol si jamais vous construisez des bâtiments et qu'on n'a pas fait juste un calcul sur une extrapolation de résultats de sol? Est-ce qu'on a un bilan coût-avantage qui a été réalisé avec un nombre de pertinences de scénarios étudiés, qu'on n'en ait pas qu'un seul, alors qu'il y en aurait d'autres qui pourraient être pertinents, qui auraient pu être mis en place? Le pourcentage des terres, donc c'était ce que j'indiquais, eaux souterraines qui seront gérées sur site, in situ, afin de réduire en fait, l'empreinte carbone des travaux de dépollution et la surcharge des décharges. Le suivi environnemental post-chantier également, est-ce qu'il y en a un qui est prévu? Ce n'est pas forcément tout le temps justifié. Voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. La conception intégrée du projet, donc le niveau d'anticipation, est-ce que ça a été intégré dans le cadre du projet d'aménagement? Est-ce qu'on a une intégration thématique de l'intégration patrimoniale potentiellement? S'il y a des bâtiments sur le site dessus, paysagère, la question de la mobilité également est-elle traitée? Est-ce qu'on favorise le transport en commun et non pas la voiture? L'énergie et les services écosystémiques. La réflexion quant aux usages aussi transitoires en fait, sur le site en attendant la réalisation en fait, du projet d'aménagement et la concertation locale.
La qualité et l'intégration le troisième grand critère une famille de grands critères d'exemplarité, c'est la qualité et l'intégration territoriale du projet. Donc, c'est la mixité des fonctions urbaines, des équipements de services, diversité forme, l'habitat, mixité générationnelle, tout ça, en fait, qui va rentrer là-dedans, ainsi que la contribution, le cas échéant, à l'évolution de la mobilité de la collectivité aux objectifs territoriaux de sobriété énergétique et aux production d'ENR, au maintien ou à la reconquête de la biodiversité, et enfin, à l'impact du projet sur l'emploi. En termes de nature et d'intensité d'aide, sur la partie travaux, petites entreprises et activités non économiques, donc type collectivité territoriale, EPF, etc., c'est 55% d'aide maximum. Et il n'y a pas de plafond d'assiette de l'aide comparativement à ce qui pouvait être fait sur l'aide aux travaux de dépollution par le passé. Les moyennes entreprises seront aidées au maximum à 45% et les grandes entreprises à 35%. Pour les études, en fait, le plafond, lui, il est à 70% pour les petites entreprises et les activités non économiques, avec cette fois-ci un plafond au niveau de l'assiette, 50 000 € pour les diagnostics et 100 000 € pour le plan de gestion, plan de conception des travaux. Donc là, le plafond de l'assiette, en fait, c'est-à-dire que ça fait en gros 70 000 € d'aide maximum si vous êtes à 100 000 €. Et voilà, c'est 60% pour les moyennes entreprises et 50% pour les grandes entreprises. Donc, l'appel à projet a été lancé le 5 novembre 2020, cette première version, avec un dépôt des dossiers le 25 février 2021, donc à faire sur la plateforme Agir. En mars 2021 seront sélectionnés les lauréats avec un jury qui est composé de la DGLN, de la DGPR, de l'Agence nationale de concertation des territoires, de l'AMF, des CF, des régions, de l'EPF État, des locaux, de l'UPDS et du LIFTI. En fait, seront présentés là-dessus, et une contractualisation qui est prévue pour le second trimestre 2021. Et en octobre 2021, le deuxième appel d'offres sera lancé avec effectivement une remise de dossier, soit fin janvier, soit courant février 2022. Tous les travaux devront être réalisés et les dépenses devront être soldées d'ici fin 2024. Ça pouvait être présenté pour le appel à projet. C'est un peu l'impératif du plan de relance, c'est que les dépenses doivent être rapides, ciblées et temporaires. C'est ce qu'il faut retenir un peu de ce planning-là qui est relativement contraint, parce qu'on est vraiment dans une notion de réduire l'impact de la crise qui va avoir lieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disposé à répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, Florian. Eh bien, je démarre du coup les questions. Une question sur les fonciers. Alors, il y a une question pour savoir si les fonciers pollués par des activités ferroviaires peuvent être concernés. Et puis, une question sur les fonciers propriété de l'État. S'ils sont rachetés par une collectivité, est-ce qu'ils peuvent être concernés également? Alors, pour les activités ferroviaires, pour répondre à la première question, ça va dépendre de est-ce que le site est compatible. En fait, on va prendre en compte le différentiel entre ce qui est la responsabilité de l'activité ferroviaire et les travaux qui sont nécessaires en fait, pour reconvertir le terrain. C'est-à-dire que pour nous, si jamais c'est un terrain SNCF, la SNCF doit aussi engager des travaux de dépollution. On ne prendra pas en fait cette partie-là en compte. Pour ce qui est, c'était le deuxième, pardon. C'était sur les sites propriété de l'État. Voilà, est-ce qu'ils sont éligibles s'ils sont rachetés par une collectivité? Tout dépend après, mais c'est effectivement pour une notion, si jamais l'État remplit ses obligations en termes de rendre compatible avec un usage. C'est un terrain qui appartient à l'armée et qu'il faut que l'armée ait rendu compatible son site et son terrain avant que la collectivité puisse le réaménager. Ou alors on fera un différentiel pareil. On calculera le différentiel. D'accord. Une question études-travaux. Est-ce qu'un projet, je lis la question, un projet éligible au compartiment études ne peut pas être éligible au compartiment travaux vu que le plan de gestion n'aura pas encore été fait? Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors effectivement, il ne pourra pas être éligible la même année
parce qu'en fait, de toute façon, effectivement, quand vous déposez en fait, le dossier sur le compartiment travaux, il faut que le plan de gestion il soit terminé. Donc, ça veut dire, en gros, faire les choses en 2 temps. Après, il y a une deadline sur l'appartement pour le dépôt du dossier en compartiment études dans le cadre de l'appel à projet, mais vous pouvez autrement déposer aussi les études dans le cadre, on va dire, conventionnel du système d'aide. Et là-dessus, en fait, il y a un autre système d'aide. Ça se trouve également sur la plateforme Agir, la partie études, on va dire, au fil de l'eau. Ok. Une question SSP. Est-ce qu'il faut que les études et ou les travaux soient réalisés par des BE ou des entreprises certifiées? Oui. Ou équivalent, mais oui. Ou équivalent. Eh bien, c'est clair. Du coup, c'était rapide. Du coup, je n'ai pas eu le temps de prendre la suivante. Dans la partie études, il a été évoqué l'éligibilité des diagnostics complémentaires. Est-ce que ça signifie qu'un site qui n'aurait jamais eu de diagnostic ne serait pas éligible? Un site qui n'aurait jamais eu pardon, tu as parlé d'éligibilité des diagnostics complémentaires dans la partie études. Oui. Est-ce du coup, un site qui n'aurait jamais eu de diagnostic du tout ne serait pas éligible? Oui. En fait, on ne va pas aider, en fait, ceux qui n'ont jamais eu de diagnostic. Ça sera vraiment dans une notion, il faut qu'on ait la certitude que le site il soit effectivement pollué. D'accord. Tac, tac, tac. On a une question pour savoir si les critères présentés de déficit de l'opération sont les mêmes que ceux de la DREAL. Est-ce que tu sais répondre à ça? Alors, sur le critère, non, il y a des différences par rapport aux critères déficitaires, parce que notamment, ce qui était présenté précédemment, c'était les cas d'équipement public. Nous, les équipements publics, ça rentre dans les opérations déficitaires qu'on peut prendre en compte. D'accord. Oui, il y avait une question là-dessus d'ailleurs. Ben, écoute, merci beaucoup. Enfin, je fais un petit balayage là des questions, mais je crois qu'on a fait un bon tour. Je vous le redis, hein, on refera bien le tour des questions pour voir si on a répondu à tout ou celles qui demandent un peu de recherche, on y répondra. Jeanline qui vient de tomber là, est-ce que pour une sortie en projet photovoltaïque, les études et travaux de réaménagement nécessaires à l'accueil d'un projet photovoltaïque sur une décharge régulièrement réhabilitée sont-ils éligibles? C'est une bonne question là-dessus. J'y répondrai par la suite, mais je ne peux pas répondre directement. D'accord. Eh bien, ça fera partie des choses qu'on regardera par la suite. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, on va pouvoir passer à la présentation plus orientée recherche et Gésipol. Oui, et Hélène Roussel, on vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon, le PowerPoint s'affiche bien? Oui, c'est bon. Ok, donc je me présente Hélène Roussel, je suis du même service que Florian, site pollué à l'ADEME. Moi, je m'occupe notamment de l'activité recherche, surtout sur le secteur caractérisation, mais je vais vous présenter l'appel à projet Gésipol qui se déroule depuis 7 ans. C'est la 6e édition et on a l'habitude d'alterner. En gros, pendant 2 ans, on fait un appel à projet sur la dépollution des sols, plutôt orienté dépollution des sols, et pendant 2 ans, on fait un appel à projet plutôt sur la caractérisation. Donc là, on est sur la 2e année de l'appel à projet caractérisation. Alors, ça ne défile pas. Est-ce que ça défile sur votre... Oui, c'est bon. Alors, périmètre et objectif de l'appel, en fait, donc on est vraiment sur un appel à projet recherche, donc on est dans le système d'aide à la connaissance nouvelle. Donc l'objectif, ça va être un soutien financier à hauteur minimale de 25%, maximale de 100% en fonction du type d'entreprise, d'université.
c'est un soutien financier sur donc, vraiment la thématique gestion des sols, des eaux souterraines polluées par des pollutions chimiques d'origine anthropique. Et on est donc bien là sur un volet industriel, minière ou de services, mais vous allez voir, on n'est pas sur une activité de pollution agricole. Donc l'appel à projet s'adresse à toutes sortes d'équipes de recherche, entreprises, bureaux d'études qui vont intervenir dans le domaine des sites pollués, mais aussi les maîtres d'ouvrage, les collectivités territoriales ou locales, dès que l'objectif est d'affiner tout ce qui est caractérisation des sites. On exclut donc de cet appel à projet différentes thématiques, donc tout ce qui est pollution d'origine agricole, qui ne sera pas traité chez nous. On est vraiment sur une pollution d'origine anthropique, orientation industrielle et minière. On ne finance pas les recherches sur la matrice sédiments, non plus sur les substances radioactives. On ne travaille pas sur les engins explosifs, alors dans le sens de tout ce qui est explosion. Par contre, on finance les recherches qui sont sur les substances pyrotechniques, qui sont des substances notamment industrielles. Cet appel à projet ne concerne pas les fonciers non pollués, parce que nous, quand on travaille sur les friches, ce sont sur les friches industrielles polluées. Et puis, tout ce qui est à caractère très fondamental, ce n'est pas l'ADEME qui est le support, c'est vraiment l'ANR. La seule partie de recherche fondamentale qu'on finance, nous, c'est via l'appel à projet thèse, qui se lance en fin d'année et puis qui se clôture en mars. Donc, il est vraiment sur le financement de thésards. Mais l'appel à projet GESIPOL a une vocation très opérationnelle. Tout ce qui est effet des mélanges de polluants sur le vivant, c'est à déposer dans les appels à projet impact, qui est plutôt santé et environnement. Tout ce qui est en lien avec la biomasse, donc production alimentaire, phytomanagement, c'est dans l'appel à projet graines, qui a lieu à peu près tous les 18 mois. Et puis, tout ce qui est relatif à la qualité de l'air intérieur, notamment tout ce qui est mesures constructives, c'est dans l'appel à projet Acacia, qui a lieu également tous les ans ou tous les 18 mois. Donc voilà pour les exclusions et puis les petites spécificités des autres appels à projet de l'ADEME. On a 3 axes sur cet appel à projet GESIPOL. Le premier étant ce qui est sur l'amélioration de la caractérisation des milieux et l'interprétation des résultats, avec un focus sur les investigations de terrain, les stratégies de prélèvement, les outils in situ, le cumul d'outils différents, tout ça afin d'identifier mieux et délimiter les zones sources, et aussi d'améliorer l'interprétation des résultats. On a l'axe 2 qui est sur la compréhension des mécanismes et des transferts de polluants, avec la compréhension plus fine de la phénoménologie des polluants, leur mobilité, leur cinétique de dégradation, par exemple. La réduction des incertitudes est aussi fort présente dans cet appel à projet. Et puis, une opérationnalité pour des outils de suivi des polluants dans les matrices. L'axe 3, lui, s'oriente sur l'évaluation des expositions vers le vivant, avec la cible homme et la cible écosystème. Donc, on a une recherche sur tout ce qui est, qu'on va appeler bioaccessibilité, biodisponibilité, transfert des polluants vers ces cibles. Et puis, pour la cible écosystème, on a le petit lien avec les friches industrielles, puisque on est aussi sur l'effet de la réhabilitation des friches sur l'écosystème et notamment l'utilisation de la méthode. Alors, des éléments de vigilance et d'attente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on recherche vraiment une méthodologie appliquée. Donc, on n'est pas sur de la recherche fondamentale, hein, comme pourrait financer l'ANR. On est sur une recherche appliquée avec l'idée de transférer du laboratoire vers des sites expérimentaux les recherches qui seront développées. On indique bien que chaque projet doit être argumenté au regard de l'état de l'art, d'enjeux scientifiques et technologiques, mais aussi environnementaux, sociaux et sociétaux.
ceci afin de vraiment argumenter l'intérêt du projet. Ce sont toujours des projets collaboratifs. Très peu de projets sont unilatéraux. On a des aides qui vont être comprises entre 50 000 et 200 000 euros. Donc là, c'est un volume d'aide qui ne représente pas la totalité du projet, puisque je vous ai montré tout à l'heure que les projets étaient financés entre 25 et 100% d'aide. La durée est limitée à 36 mois. Et puis, donc, on demande ce qu'on appelle un niveau de TRL. Donc, c'est un niveau d'opérationnalité du projet qui aille de 4 à 7. Donc, c'est-à-dire des projets relativement opérationnels, voire débouchant sur un produit directement commercialisable. Alors, les résultats attendus, majoritairement, ça débouche sur des guides méthodologiques, des innovations, des outils d'aide à la décision, des cahiers des charges qui peuvent être mis à disposition de maîtres d'ouvrage. On a aussi des outils qui débouchent sur des formations, sur des conférences, des journées techniques. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir transférer ce qui a été fait lors des projets de recherche vers le monde opérationnel des sites et sols pollués. Voilà, les dépôts des candidatures se font jusqu'au 15 janvier. Vous avez moyen de télécharger l'appel à projet sur le lien qui est mis sur le diaporama, qui sera bien sûr diffusé. Il y a des prises de contact qui sont disponibles, qui sont faisables avec les ingénieurs de l'ADEME qui sont spécialisés. Donc, par exemple, moi, je m'occupe de tout ce qui est caractérisation et transfert dans les sols. Mon collègue Yves Duclos travaille sur le transfert dans les eaux souterraines. On a Franck Marot qui est sur les risques sanitaires et Cécile Grand qui est sur le risque écologique et écosystème. Ensuite, vous avez une phase d'expertise qui est faite avec un comité interne et externe et des comités de sélection. Et puis, la contractualisation se fait ensuite printemps et été 2021. La sélection des projets se fait sur plusieurs critères. La pertinence, donc par rapport au caractère thématique de l'appel à projet. On a la qualité scientifique et technique, bien sûr, qui rentre en jeu, notamment un bon état de l'art qui démontre que ça n'a pas déjà été fait et que c'est essentiel pour améliorer la gestion des sites et sols pollués. On a une qualité du partenariat qui est regardée, donc entre des acteurs universitaires, opérationnels et des maîtres d'ouvrage. On a une structuration du projet qui est jugée avec une durée qui est cohérente avec les objectifs du projet. La qualité de la proposition, bien sûr, relative à la valorisation, puisque on attend bien une évolution sociétale, scientifique, économique et commerciale. Et l'impact potentiel du projet sur toujours ces mêmes facteurs. Voilà, à titre indicatif, on est un petit peu, les taux de succès sont légèrement supérieurs à ceux de l'ANR, puisqu'on est à 30% des dossiers déposés qui sont retenus pour le financement. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, le diaporama, bien sûr, sera disponible pour que vous ayez le lien pour télécharger l'appel à projet. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez une question, donc je vous invite à vous rapprocher de mes collègues ou de moi-même. Donc, on est bien sûr, nos coordonnées sont indiquées dans l'appel à projet pour toute question sur l'applicabilité de votre projet, si ça rentre bien dans les thématiques. Merci à tous. Merci Hélène. Merci. Je rappelle aussi aux adhérents, alors au niveau du pôle Accéléra, on accompagne les adhérents qui souhaitent monter des projets de R&D. On est là pour les aider à trouver des partenaires, à relire les dossiers et aussi à faire le lien avec l'ADEME. Et par ailleurs, on organise un comité de labellisation sur les projets GESIPOL. Et ça permet également d'avoir un œil extérieur avec les experts qui composent ce comité. Voilà. Et je crois qu'il y a quelques questions, Claire, sur la partie GESIPOL. Il y a une question pour le moment, je crois qu'elle a été en partie répondue, mais je la repose quand même. Combien de projets sont présentés en moyenne pour cet appel à projet et quel est le taux de réussite? En général, on a entre 12 et 15 projets par appel à projet.
Et donc, le taux de réussite, c'est 30%. Ok, merci. Je n'ai pas vu passer d'autres questions sur ce projet. N'hésitez pas si vous en avez. Sinon, je vous propose une dernière question si Camille et Florian, vous êtes encore ici. Oui. On avait une question sur savoir si les aides sont cumulables, donc soit entre elles ou avec peut-être d'autres aides. Ça peut aussi donner des pistes vers d'autres aides si vous avez des pistes de réponse à cette question. Oui, les aides sont cumulables, après dans le respect, bien sûr, des montants maximum en fait, d'aides publiques qui peuvent être associées à un projet. Tout à fait. Pour l'appel à projet recyclage foncier, c'est également le cas. Les projets sont éligibles aussi à d'autres subventions publiques. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Aurélie, tu as une question sur le GESIPOL, je crois, sur le montant alloué par l'ADEME à cet appel à projet. On a 1 million à peu près par an pour, par appel à projet. Donc là, typiquement, si tous les projets montent à 200 000 €, on peut aider 5 projets. D'accord. Et est-ce que l'association de maîtres d'ouvrage est fréquente dans les appels à projets GESIPOL, des maîtres d'ouvrage publics, par exemple des EPF ou des collectivités? Oui, assez souvent. Alors, peut-être un peu moins sur le volet caractérisation, mais ils sont souvent contactés pour avoir accès à certains sites. Et donc, alors, ils ne jouent pas forcément un rôle primordial dans la recherche, mais par contre, ils sont toujours bienvenus en tant que partenaire et en tant que personne qui va utiliser les résultats de la recherche. Et en plus, s'ils ne sont pas partenaires, lors des projets de recherche, on essaye de faire ce qu'on appelle des comités de suivi. Donc, on aime bien inviter des maîtres d'ouvrage qui pourront, par ailleurs, utiliser la recherche. Donc, on essaye vraiment d'impliquer les maîtres d'ouvrage. Très bien, ben merci beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui qu'on était ravis de vous avoir pour que vous puissiez présenter cet appel à projet qui n'est pas forcément connu de tous les maîtres d'ouvrage. Oui, et puis c'est vrai que les projets de recherche ils sont toujours en attente d'avoir des sites expérimentaux sur lesquels tester des choses. Et nous, en tant que maître d'ouvrage aussi, on donne accès à nos sites, aux équipes de recherche, et ça apporte beaucoup de choses sur certains sites. Comme, là, c'est des informations qui sont toujours très innovantes, très originales et toujours bien reçues par l'administration parce que ça donne des informations nouvelles. Ah oui, j'imagine. Et sur la recherche de sites, on peut peut-être dire aussi également, Claire, que dans le cadre d'Idéfriche, on peut également, s'il y a des projets qui recherchent des sites, lancer un appel dans le réseau Idéfriche. Ah, bah, c'est très bien ça. Oui, oui, c'est quelque chose. On l'avait déjà fait pour certains effectivement projets. Déjà fait, et c'est tout à fait la vocation d'Idéfriche, c'est clair. Donc voilà, alors je vois qu'il y a encore quelques petites questions qui arrivent. Donc, il y avait sur les 2 AAP Friche, est-ce qu'il y a un pourcentage minimal de contribution financière propre à la collectivité? J'ai pas tout entendu. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Alors, pour les deux AAP Friche, est-ce qu'il y a un pourcentage minimal de contribution financière propre à la collectivité dans le bilan économique final de l'opération? Pour ce qui concerne l'appel à projet recyclage foncier, il n'y a, à ma connaissance, pas de montant minimal fixé, mais effectivement, c'est un point qui sera examiné. Ok. Et puis les dernières questions, peut-être on les mettra dans le fil rouge, comme ça, vous aurez le temps de répondre à ces questions-là. Oui, ça nous permettra de relire. Pas de souci. Et donc, tous les participants auront un lien, on enverra un lien après la conférence
Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions après l'événement, n'hésitez pas à nous les renvoyer par mail également. On se fera un plaisir de les transmettre aux conférenciers et de grouper toutes ces questions-réponses dans cet outil qu'on va vous mettre à disposition voilà, pour qu'on ait un petit suivi suite à ce webinaire. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. On remercie particulièrement les 4 conférenciers qui étaient présents. On remercie également tous les participants qui se sont mobilisés. On espère avoir répondu à vos attentes. Donc, voilà, on vous remercie tous et on vous dit à l'année prochaine pour d'autres événements Idéfriche. Et on reste bien évidemment à votre disposition pour échanger. Vous avez nos mails, nos numéros de téléphone, donc n'hésitez pas. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci. De bonnes fêtes de fin d'année également.